Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1109 de One Piece. Un chapitre que vous l'avez vu lors de la réaction. Je l'ai apprécié, mais surtout il m'a choqué pour sa fin. Mais ça on en parlera en fin de critique. On va commencer sur cette critique par dire merci à Oda d'enfin commencer une nouvelle mini-série. La dernière fois qu'il avait fait sur ses pages de couverture, c'était tout simplement pour l'enlèvement de Pudding par Aokiji et Van Ogre. Moi vous le savez, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'Oda développe des choses qui peuvent se passer ailleurs dans l'univers de One Piece. L'univers est gigantesque, donc si tu veux, montre-nous ce que fait la flotte, montre-nous ce qui se passe ailleurs, ça a beaucoup plus d'importance qu'une requête de fans. Donc quitte à consacrer ton énergie Oda ou celle de tes assistants, je préfère qu'il fasse des mini-séries, donc je suis très content. Outre ça, on va vite fait imaginer ce qui pourrait se passer dans cette mini-série, c'est qu'on voit qu'on est sur Onigashima qui est maintenant submergé au même niveau que l'ancien Wano Kuni, et souvenez-vous, c'était à cet endroit que repose Pluton. Vu les révélations qu'il va y avoir, ce chapitre, commencer à avoir dans ce chapitre, et qui vont arriver dans les chapitres prochains, est-ce qu'on peut pas imaginer qu'Oda nous mette en place la réflexion de Yamato et Momonosuke par rapport à Pluton et qu'est-ce qu'ils vont faire, le préparer, le protéger par rapport à Luffy, etc. On verra bien, mais c'est l'idée que je me suis dit parce que finalement lors du dernier chapitre on avait eu forcément ce salopard de Caribou qui nous rappelait que il a des connaissances sur Poséidon, il est un poisson, on en parlera tout à l'heure, sur Pluton parce qu'il était là à Wano Kuni, sur le rêve de Luffy, sur plein de choses. Donc est-ce qu'il est pas temps, grâce à ce qui va se passer, on va parler tout de suite, grâce au message de Vegapunk qui arrive, pour les pays ayant les armes antiques, de les préparer pour Luffy. Je mets ça là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le début de ce chapitre, et même finalement de bonnes pages, va être consacré à la préparation de Vegapunk et Shaka sur comment optimiser la révélation et les informations qu'ils ont par rapport au siècle oublié et à l'histoire de l'univers de One Piece. On va d'ailleurs voir qu'ils sont vraiment intelligents sur le coup, c'est qu'ils vont utiliser le canal de la marine, et oui, c'est un des seuls canaux où ils ne pourront pas être censurés et qui surtout ne pourra pas être coupé. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous d'une chose importante, la marine dans l'univers de One Piece est une armée à la botte d'un gouvernement de merde, ça on peut le dire, mais déjà dans cette marine, il n'y a pas que des mauvais marines. Sabo, Garp, le Sword, Tashigi, Smoker et bien d'autres sont des bons marines. Même Kizaru est un marine qui exécute les ordres, mais il a pas l'air méchant, franchement, tonton Kizaru. Ça a surtout l'air d'être quelqu'un qui malheureusement, et on le verra dans ce chapitre, respecte les ordres. Bon, il y a des connards, hein, Akainu en fait partie. Mais donc voilà, donc la marine c'est une armée et tu ne peux pas couper la communication d'une armée qui protège plein d'endroits dans le monde, c'est pas possible. C'est ni constructif, c'est pas constructif pour le gouvernement mondial parce que donc finalement c'est le canal à utiliser. Même si finalement quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit à quel moment ils n'ont qu'un canal. À quel moment ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont jamais réfléchi à cette possibilité de se faire hack leur canal de communication, de diffusion, et donc on en met un deuxième de secours, comme ça s'ils utilisent le canal 1, hop on passe sur le canal 2 et on coupe le 1. Bon, ça n'a pas l'air d'être pour l'instant on ne sait pas si peut-être que c'est ce qui va arriver, hein, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc super intéressant cette réflexion. On va voir d'ailleurs que grâce à cela cette communication va donc être vue, comme je vous le dis, par une partie de la marine, possiblement qui va permettre de retourner la marine contre la marine comme Kobe, etc. vont peut-être se retourner contre la marine d'Akainu qui est soumise au gouvernement et à ses pourritures. Possiblement, on peut imaginer aussi que tous les peuples qui vont vouloir, suite à ces informations, parce que souvenez-vous, il y a des peuples peut-être qui attendent cette information pour se rebeller contre le gouvernement. CF, les révolutionnaires qu'on verra dans le chapitre. Il y a aussi des peuples, comme nous l'a dit Vegapunk, qui attendent le retour de Nika. Il y a des fortes chances pour que dans ces révélations, il nous parle aussi de Luffy et de Nika. Et que des peuples se disent « Ah ben ça y est, on va pouvoir se battre avec notre dieu ». Tu vois ce que je veux dire ? Contre l'oppression, contre l'obscurantisme, et contre Im, contre les doyens, et contre ce gouvernement mondial qui est pourri jusqu'à la moelle. Donc, c'est vraiment cool. Je suis content de revoir d'ailleurs des personnages comme Rebecca, Kyros, qu'on voit qui sont encore de s'entraîner, qui avec les tontata comme même Léo qui fait partie de la flotte, qui est toujours aussi naïf, et Rebecca qui lui dit mais tu crois pas les conneries comme quoi il a été enlevé par Luffy quand même, par Lucci, par Lucy.
Donc vraiment vraiment cool. On revoit un peu aussi Fuchsia, le village natal de Luffy, avec le maire qui fait une blague sur le fait qu'ils auront pas la vidéo, parce que tout simplement ils sont trop pauvres, donc contentez-vous de l'audio. On voit aussi par exemple Water 7, on revoit Icebarg avec sa petite Alice, sa petite secrétaire, qui d'ailleurs ressemble un peu à Robin. Un peu chelou ça, hein. Icebarg, il va falloir qu'on parle 2 minutes de ce problème et de ce focus que t'as sur Robin. Comment ça se fait que ta nouvelle secrétaire lui ressemble autant? D'ailleurs j'ai trouvé ça trop mignon de voir aussi la petite souris sur sa tête, cette petite souris, souvenez-vous qu'il avait sauvé à lors de l'arc Water 7, et ça remonte quand même, hein, ça fait des années. Donc vraiment vraiment touchant, et on voit surtout qu'il prend la décision de réveiller toute la population de son île pour absolument, et c'est un ordre, toute la population doit se réveiller, enfants, vieux, adultes. Il faut que vous soyez tous devant un escargophone. Je pense que lui a très bien compris. Souvenez-vous, c'est un homme qui a eu un problème avec le CP9, avec le Cypherpole par rapport au plan du bateau qui devait compenser Pluton, qu'avait fait Tom et les ingénieurs navals. Donc lui, il sait que c'est important. Il sait que c'est important, il sait que c'est primordial, donc il l'incite et il donne un ordre que toute sa population doit aller devant l'escargophone vidéo, et donc ils vont avoir tous l'information. Water 7 qui est une île liée à Luffy, il faut pas l'oublier. On a par exemple, on peut imaginer l'île des hommes poissons avec Poséidon, et comme je vous le disais, qui va avoir l'information de Vegapunk, et peut-être que du coup, on peut imaginer... mais comment il s'appelait Poséidon? Non, Poséidon c'est le nom de Shirahoshi, mais comment s'appelait son père déjà? Neptune. On peut imaginer Neptune qui révèle enfin à sa fille qui elle est vraiment, avec les révélations de Vegapunk, qui lui disent voilà, tu as une telle importance, tu es telle personne, tu vas devoir faire un choix ma fille, etc. On voit Vivi qui avec encore Morgane. On peut imaginer, est-ce que en tant que Mugiwara, elle va enfin prendre sa décision de revenir sur l'équipage et dire à Morgane, il faut que tu m'amènes auprès de mon capitaine, parce que oui, Vivi est une membre de l'équipage, hein, pour ceux qui auraient oublié. Donc vraiment vraiment cool tout cet aspect là. On voit même les révolutionnaires avec Vegapunk toujours pensif, qui même a une pensée pour les Mochaka, qui dès le début de l'arc, souvenez-vous, lui disait qu'il va bientôt mourir, et Vegapunk est d'ailleurs mort, tout comme Kuma est mort mentalement, il a une mort cérébrale, Kuma quoi. Vegapunk il est mort. Ceux qui voulaient des morts dans One Piece, vous êtes servis. Donc on est quand même sur des multiples réactions à travers le monde, sur une préparation de l'information, sur une cohérence de réflexion de la part de Shaka et de Vegapunk et de ses satellites, qui est vraiment cool. Moi vraiment j'ai trouvé ça vraiment chouette, surtout que moi je pense que dans 2-3 chapitres, ou même le prochain chapitre, ce que va nous révéler Vegapunk, ça va être une dinguerie, et on sent qu'on arrive à la fin de One Piece. Outre ça les amis, on a aussi, il faut le dire, possiblement une partie militaire de cette armée qu'est la marine, qui va peut-être dire Kobe le soir des tout, qui va se dire bon, souvenez-vous, Garp avait combattu avec Roger pour sauver lors de God Valley. Peut-être que là Kobe et tout va se dire bon, c'est le moment d'arrêter de protéger ces saloperies de Dragon Céleste, ces salopards qui pourrissent le monde, et de se ranger auprès de Luffy pour la guerre finale, parce que je suis un militaire, je sais me battre, et possiblement t'as des peuples et on les voit, les révolutionnaires dans cet arc, dans ce chapitre, qui vont peut-être se dire c'est le moment pour nous aussi, on sait que notre dieu Nika est là, et bien d'être à ses côtés par le fait de rejoindre les révolutionnaires et de lutter pour la liberté avec les révolutionnaires, pour Nika qui est lui aussi revenu. À voir, mais vraiment cool. On va parler vite fait donc du combat de Luffy contre Kizaru et Saturne. Je garde les détails sur les doyens pour quand on parlera des doyens et de la fin du chapitre, hein, ce qui m'a choqué. Donc combat vraiment chouette, hein, parce qu'on voit tout simplement une nouvelle attaque de Luffy, le Down Symbol, vraiment chouette, vraiment impressionnant, cette capacité de son flou du démon et de son éveil, hein, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, hein, ce Zoan, hein. Le fait de pouvoir aplatir, alors ils ne sont pas morts, hein, très clairement, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié, mais au pire, votre avis, on s'en bat les couilles. Non, je rigole. Non, mais je peux comprendre que les gens apprécient pas. De toute façon, c'était déjà le cas à l'éveil du Gear 5. Beaucoup disaient ah, le cartoonesque, c'est bizarre et tout. Je sais pas, au bout d'un moment, faut s'habituer, les gars. Si vous aimez pas, vous aimez pas, et tant pis pour vous en fait. Mais c'est comme ça, je pense que ça va être comme ça. Oda le veut comme ça, il a dit que ça sera comme ça, donc il faut que vous vous y fassiez vraiment, même si vous aimez pas, il va falloir vous faire du mal, parce que Luffy en Gear 5, Nika c'est lui en fait.
Nika, c'est pas un mec qui veut du mal, qui a des mauvaises pensées, qui est badass comme Zoro, comme Rob Lucci. Non, Nika, c'est ce mec qui rigole et qui fait des pâtes à pizza avec Saturne et avec Kizaru. Voilà. Et si ça vous va pas, il va falloir vous faire du mal, parce que ça va être comme ça, et Koda va pas changer pour vos yeux. Il va pas changer pour vos beaux yeux. Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça grave stylé, parce que finalement, en page déjà, c'est vraiment cool de le voir. C'est un peu comme la course de la sautée qu'il avait fait sur Kaido. La bordel, il fait des pâtes à pizza avec Kizaru et Saturne. Non mais c'est lunaire, son pouvoir c'est lunaire. C'est-à-dire qu'en plus on a vraiment le contraste, et je rebondis sur ce que je disais pour les gens qui aiment pas ce côté-là de cartoonesque de Nika, c'est qu'on a le contraste avec Barbe Noire. C'est que Barbe Noire, ça n'a rien de rigolo. Barbe Noire, c'est les ténèbres, la noirceur, les tremblements de terre. Le mec, t'es en mode, waouh, le mec, terrifiant. Et à côté, t'as Luffy, il est tout autant terrifiant, parce que ce qu'il fait, c'est une dinguerie, ce qu'il vient de faire, hein. Mais juste, on le percevra jamais, on percevra pas la même terreur, parce que c'est trop drôle. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est un mec terrifiant. Ce qu'il vient de faire à un amiral qui est Kizaru, qui est pas... Ben, on s'en fout de l'échelle de puissance, vous le savez, vous me connaissez. Moi, vous me cassez les couilles, les bandeurs d'échelle de puissance. Mais ça reste un amiral, un sacré amiral, ça reste un doyen. Il en a fait des putains de pâtes à pizza. Je sais pas si on réalise. Alors oui, on va bander les bandeurs de puissance, ils vont être en mode oh putain, les pouvoirs des ténèbres, les pouvoirs des tremblements de terre, mon dieu, Barbe Noire est terrifiant. Et la réalité, c'est que Luffy, il est tout autant terrifiant. Ce qu'il vient de faire, c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Et c'est super drôle, surtout que comme je vous le disais, leur réaction live, on dirait qu'ils lancent des attaques à la Krillin dans Dragon Ball. Alors on voit d'ailleurs que Saturne arrive à, après le lancer, à... je cherche le mot exact, mais à modifier la trajectoire du lancer, c'est-à-dire qu'il arrive à revenir vers Luffy, là où Kizaru ne le fait pas. Je pense qu'il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la case où Kizaru y est, il se cache les yeux. On a vraiment ce côté-là avec les yeux de Kizaru, avec ses lunettes. Souvenez-vous, il disait putain, j'ai pas pris des lunettes opaques. N'oubliez pas qu'il vient de tuer son ami. Je suis désolé, moi je veux pas parler de puissance. J'en ai rien à foutre, d'accord? J'en ai rien à foutre, on est un fan de One Piece, Kizaru, Saturne, Luffy, on est sur les mecs les plus puissants de l'œuvre, Rob Lucci, Zoro, Barbe Noire. L'échelle de puissance, je m'en bats les couilles, ok? Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, d'accord? Si c'est ce qui vous intéresse, faites-le dans votre coin, me cassez pas les couilles. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que Kizaru, c'est cet amiral qui respecte les ordres. Mais franchement, qui nous a bien fait comprendre que putain, il était dans le mal. Et quand tu sais comment fonctionnent psychologiquement ces salopards de doyens, et au bout d'un moment, quand tu vas aller buter l'homme qui peut révéler au monde un truc hyper dangereux pour ton obscurantisme et pour ta putain de merde qui est ton gouvernement mondial et pour ton boss qui est Im, si vraiment t'étais sérieux et que t'avais peur, tu prends Akainu. Tu réfléchis pas, tu prends Akainu, c'est le plus dangereux des amirals, je pense. Des amiraux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Là, il prend Kizaru, mais je suis sûr c'est pour le faire souffrir psychologiquement. Ils le savent que Kizaru, il a passé des années auprès de Kuma. Ils le savent que Kizaru, il a vu grandir Bonnie. Ils le savent que Kizaru, il a grandi un peu avec Vegapunk. Ils le savent qu'il y a son neveu sur l'île. Ils le savent tout ça. Et Kizaru, il respecte des ordres, mais c'est que souffrance pour lui. Il a buté Vegapunk, et il s'en est pris à Kuma. Et même pour Bonnie, pour l'exécuter, pour respecter son ordre, il a une pensée en disant je vais le faire vite, je veux pas que tu souffres. C'est un mec qui souffre. Sa phrase où il dit putain j'aurais dû prendre des lunettes opaques, il chiale sa mère. Il en peut plus le boug. Tonton Kizaru, il est au fond sa mère. Pas parce qu'il peut pas se battre, pas parce qu'il... ça, c'est psychologiquement hyper dur pour lui. C'est super bien écrit. C'est super bien écrit, mais le problème, c'est qu'il faut le comprendre. Et peut-être que des gens, vous le savez, je ne regarde pas les critiques des autres créateurs avant de tourner la mienne. Mais j'espère que les gens, les autres créateurs qui font une bien plus grande audience que moi, vont vous en parler de ce côté psychologique de Kizaru. Parce que c'est hyper important. Et Oda nous le met sur plein de chapitres, sur plein de cases, sur plein de détails. Et d'ailleurs, arrêtez, il y a des gens que j'ai vu les retours parce que je regarde pas les critiques, je regarde pas les idées des autres, je regarde souvent les retours des gens quand même sur ce qu'ils ont pensé du chapitre à leur lecture. Beaucoup disaient Kizaru il est encore au sol. Ouais, mais il est pas KO, frérot. Il est pas KO, c'est juste qu'il veut pas, là il veut prendre du temps pour lui, tu vois. Et c'est, j'ai de la peine, franchement j'ai de la peine pour lui. Alors d'ailleurs, ce côté on se fait un café vite fait pour faire une petite aparté et reparler vite fait de Vegapunk, vous savez que je n'apprécie pas. Je trouve quand même que c'est
assez cool. Ces dernières paroles sont assez cool et vont être d'une importance énorme, donc je trouve ça assez cool. Et c'est même possiblement, je parlais des révolutionnaires, le cadeau qu'il va faire à Dragon, c'est que je n'ai pas pu te rejoindre par moyen, mais mes dernières paroles vont peut-être inciter énormément de gens à te rejoindre. Bon, outre ça donc Saturne revient sur Luffy, on a continué de leur combat, mais surtout, on a un truc de fou, et la conclusion de cette critique, c'est cela, c'est que les amis, les doyens, le Punk Records, c'est un truc de fou, parce que sur Egghead, Vegapunk et ses satellites peuvent se parler n'importe où. C'est un truc de fou. Ils ont une communication. Les 5 doyens ont une putain de sorte de télépathie qui fait qu'aux 4 coins du monde, ils peuvent se parler. Est-ce qu'on réalise de la dangerosité de cette information? Parce que les gens, je sais pas si les gens se rendent compte. C'est-à-dire que Saturne, alors pour l'instant, au combat, il n'a pas réellement de haut fait. Soyons honnêtes, moi, il m'a pas encore... j'ai pas encore fait waouh putain. Enfin, il m'impressionne, mais je sais. Bref, respect Saturne. Mais les doyens, c'est pas des pipes. Donc là, t'es en train de me dire que, imaginons Im peut par télépathie, si elle est liée à eux, elle aussi, envoyer un ordre aux 5 qui se dispatchent sur chaque 5 îles dans le monde et ils peuvent foudroyer tout le monde en se parlant et en s'invoquant. Parce que Saturne, les 4 doyens, on le voit au début du chapitre, ils sont en Marie-Joie, ils sont en train de lui parler, ils sont en train de se faire des réflexions sur Saturne. Est-ce que Vegapunk est mort? Oui, confirmation, Kizaru l'a tué, machin. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il faut qu'on arrête la diffusion, machin, tout ça. Comment faire? C'est le bordel, il y a toujours la barrière, qu'est-ce qu'on branle? Et derrière, la fin du chapitre, Saturne les invoque. Non mais je suis encore choqué juste d'en parler. Saturne vient d'invoquer les 4 autres doyens sur l'île. Mais c'est finito. C'est finito. Finito, Luffy. Finito, pipo. Même lui, il est choqué. Même Sanji, il se rend compte et il se fait la réflexion directe. Il dit bordel, mais quand cette pourriture de Saturne, cette vieille araignée dégueulasse, elle est arrivée sur l'île, c'était avec une invocation comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous foutre? Alors, attention, peut-être je me trompe, et c'est pas les doyens qui vont arriver, c'est d'autres trucs. Peut-être que c'est des démons à la con, et là tu vas faire wouah putain dinguerie. Et là peut-être qu'en plus Vegapunk dans son petit podcast là à la télé, il va nous raconter comment les fruits du démon ont été créés, tout ça, et on va se rendre compte que Saturne il n'invoque pas les doyens mais des démons, et on va être en mode oh la dinguerie putain truc de fou, tu vois. J'en sais rien. On est personne pour vous dire c'est sûr que c'est ça, mais moi, ce qui me semble le plus plausible, c'est qu'il a invoqué les 4 autres doyens qui arrivent en renfort en mode bon allez, on arrête les conneries. Ça a l'air quand même complexe. T'es face à Nika, on le connaît bien Nika, hein, parce qu'ils le connaissent bien. C'est normal Saturne que tu galères un peu avec Kizaru. En plus il y a Sanji, il y a Zoro, machin. Il y a les géants qui viennent de se ramener. Bon, en plus Vegapunk, même s'ils viennent crever, ils viennent nous lancer un petit podcast là dans le monde qui va bien nous casser les couilles, qu'on peut pas censurer, qu'on peut pas couper. Allez, on arrive, on va t'aider à faire le travail. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant, parce que du coup, la réflexion qu'il faut avoir, c'est si là il y a 4 autres doyens, qui les combat? Comment on les combat? Alors on peut imaginer, j'en parle depuis un moment de ce putain de robot antique. On peut imaginer que le robot antique vienne se battre aux côtés de Luffy et de Nika. On peut imaginer que Sanji se batte. On peut imaginer que Dory et Brogy se battent. Mais Zoro, il est quand même contre Lucci. Alors je vous l'ai dit, attention, il faut voir les détails. Oui, Zoro utilise son haki, mais la réalité c'est qu'il ne combat actuellement le Lucci qui est en forme éveillée. Il ne combat pas avec ses 3 sabres, mais avec 2. Il a pas son bandana, il est pas à fond. Possiblement, Zoro va se rendre compte de la dinguerie. Il va faire comprendre à Lucci, ça suffit, le sécher, et il va venir aider Luffy, Sanji, etc. En plus, il y a un des doyens, celui qui est chauve là, qui a un sabre. Possiblement, on peut avoir un combat. J'en sais rien. Mais la réalité, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est comment on les gère, quoi. Comment on évacue, comment on les gère. Il y a des gens à sauver. Alors oui, il y a les pacifistas, mais est-ce que les pacifistas et les ordres de Bonnie vont suffire? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'est comme ça que je conclus la critique. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Je vous lis et je vous réponds le plus possible. De mettre votre meilleur pouce bleu, de vous abonner en cliquant là et de regarder une vidéo en cliquant là. Le lien du Discord et le lien de la chaîne Twitch dans la description. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis choqué. On se retrouve très vite pour le chapitre 1110 les amis.
et prenez soin de vous. Salut tout le monde, bye bye, ciao.